ses sources, ses origines, ses cultures. Donc ce sens qui nous précède et ce monde que nous avons à recréer, puisqu'au fond, nous sommes probablement dans une phase de recréation, en tous les cas, d'un tel changement de paradigme de l'ensemble de nos systèmes sociaux, économiques, politiques, géopolitiques, et avec une somme de défis considérables à relever. C'est-à-dire que je pense que l'humanité aujourd'hui a la potentialité pour se détruire 20 fois, ne serait-ce que sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social, humain. Et en même temps, elle n'a jamais eu autant de capacités, à la fois technologiques, mais aussi collectives, par les nouveaux systèmes collaboratifs, par les interconnexions, par la mutualisation des intelligences, n'a jamais eu autant de potentialité pour se reconstruire et se recréer. Et donc, oui, cette tension, je pense, n'a jamais été aussi forte entre l'humanité telle qu'elle nous a été donnée et celle que nous avons à construire. Et c'est là le cœur du débat. Je pense que le scénario catastrophe, ce serait un moment que l'humanité s'échappe à elle-même, c'est-à-dire qu'elle rentre dans une espèce d'idée qui traverse d'ailleurs certains esprits, que nous pourrions aller vers une forme de toute-puissance et recréer une post-postmodernité qui serait en rupture totale et entière avec tout ce qui a fondé depuis des milliers d'années notre anthropologie et ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on est vraiment au cœur de la question, et on est d'ailleurs au cœur également des tensions qui traversent aujourd'hui le monde, y compris le monde intellectuel, entre ce que certains scientifiques appellent, ou certains chercheurs appellent le retour au raisonnable, c'est-à-dire à cette idée que nous ne pouvons pas nous autonomiser complètement un système technologique par rapport à ce qui fonde notre nature, et puis on les appelle un peu des bioconservateurs, c'est-à-dire des gens qui veulent garder ce lien, et puis d'autres un peu fous que l'on trouve dans certains pays, notamment aux États-Unis, qu'on appelle les transhumanistes, qui pensent que l'on peut construire une nouvelle post-humanité qui n'a plus grand-chose à voir avec l'espèce humaine telle que nous l'avons définie jusqu'aujourd'hui. Donc on est vraiment au cœur d'une tension fondamentale. Giorgini, nous sommes en train de passer de deux types d'économies différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors tout d'abord, c'est la thèse d'Edmund Phelps, le prix Nobel d'économie, qui montre très très bien que nous avons traversé une époque, ça a d'ailleurs été aussi repris par Jean Viard, qui a été fortement basée sur la production industrielle. C'est-à-dire, si au fond, l'efficacité de la production, nous avons donc passé une ère de productivité extrêmement importante, notamment par la machinisation. Et donc, cette productivité est considérable, cette augmentation des potentialités humaines à créer des objets, a fait que notre économie a été fortement basée, principalement basée, sur l'efficacité productive. On le voit dans tous les domaines. Par exemple, si vous regardez la distribution, qui n'est pas un secteur industriel, des grands secteurs de la grande distribution alimentaire ou générale, des grands groupes de grands centres commerciaux, ont basé leur développement sur l'efficacité productive, c'est-à-dire sur la capacité de réduire les coûts, de tirer les coûts de production, de tirer les coûts de vente, et à chaque fois donc d'augmenter cette efficacité. Ce qui est simplement observé dans la transition fulgurante et à la suite d'Edmund Phelps, c'est qu'en fait, les technologies font que les coûts de production sont en train de s'écrouler considérablement. L'automatisation fait qu'on peut produire de plus en plus d'objets à des coûts très élémentaires, et qu'au fond, ce qui va constituer la valeur perçue de plus en plus dans les sociétés de demain pour le consommateur ou pour l'usager, ce sera, et qui stimulera le marché parce que la rareté procédera de cette intensité d'innovation qu'il y aura dans les produits et services, et donc cette économie va être davantage basée sur cette intensité créative. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque, par exemple, Google ou Apple envisagent d'acheter un industriel automobile, ce qui est paru dans la presse il y a quelques semaines, on peut se dire, mais quel sens ça a ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'un producteur de soft, de services, vient faire sur le marché automobile? Eh bien, son pari, il est simple. Son pari, il est que demain, une voiture représentera non plus un objet, mais un service de mobilité à valeur ajoutée. Et donc, pour eux, demain, dans ce que nous serons prêts à payer en termes de coûts, il s'agira du coût d'un service de déplacement, d'un service de mobilité. Et en plus d'un service de mobilité enrichi,
avec du média, avec la possibilité de jouer, avec la possibilité de se rencontrer, avec la possibilité de se connecter, de se cultiver, etc. Et donc, dans la part du service de mobilité, la partie de la production industrielle du véhicule, ils font le pari que ça représentera 20-30% et que le reste représentera 70%. C'est ce que nous avons vu d'ailleurs exactement dans le marché des télécoms. Les grands opérateurs de télécommunications des années 80-90 ont créé leur richesse et leur valeur sur l'idée que ce qui représentait le coût de la communication, à 70%, c'était le réseau, c'était les infrastructures. Il y a eu un effondrement par l'Internet de ces coûts de production de la communication, par le fait que les fibres optiques sont capables de véhiculer des quantités considérables de données et d'informations. Et donc le coût de production de la télécommunication représente aujourd'hui beaucoup moins, 30, parfois 20%, l'IP est quasiment gratuite, par rapport au service qu'elle véhicule, c'est-à-dire par rapport à la valeur ajoutée. Et du coup, la force de créativité d'un nouveau service, d'un contenu ou d'un produit prend le pas sur la capacité à produire le réseau. Voilà, c'est ça le passage à l'intensité créative. Alors, en fait, la question de la naissance d'une innovation, il faut se la poser de façon très contextuelle. L'innovation ne vient pas de la découvrir. Lorsque Eiffel ou lorsque les grands industriels ou les grands ingénieurs, d'ailleurs, des arts et des métiers, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, à cette époque, même le métier d'ingénieur était considéré comme un métier d'art. Hein, ils ont innové. On a des grands innovateurs depuis des siècles. Enfin, Léonard de Vinci, par exemple, on ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce qu'était l'innovation. Ce qui est très important, c'est de se dire, au fond, comment on entend la question de l'innovation dans le contexte où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui change, c'est le cycle de l'innovation. Dans l'économie basée sur l'intensité, sur l'efficacité productive, on était dans, au fond, un déroulement qui partait des sciences et de la recherche, qui ouvrait des nouvelles potentialités par grands secteurs, la physique dans le domaine du nucléaire, la mécanique dans le domaine du transport, etc. Et ces sciences, ces grandes lignées scientifiques, d'ailleurs dans lesquelles le général de Gaulle ou les grands politiques des années 60, enfin des 30 glorieuses, on investissait dans la science et on faisait ce qu'on appelait du transfert, c'est-à-dire on attendait de voir que ces innovations, ces verrous scientifiques qu'on était capable de lever, allaient permettre à des inventeurs de venir inventer des nouveaux produits, des nouveaux objets. Ça, c'est, je dirais, la vision, allez, grand-papa de l'innovation. Ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est que d'abord, les grandes lignées scientifiques ne sont plus tellement porteuses de rupture. On en a, mais en gros, la loi de Moore, on est au bout. La loi de Moore, c'est celle qui définit le taux d'intégration. En 2017, on sera à peu près au bout. On a quand même quelques grandes ruptures dans le domaine des nanosciences, probablement, quelques ruptures dans le domaine de la physique nucléaire, mais en gros, les grandes ruptures technologiques, scientifiques, pardon, ne sont plus le moteur principal de l'innovation. Et comme on rentre dans une société de l'innovation créative, de l'innovation de service, on va voir un déplacement des gisements de création de valeur de la lignée scientifique vers justement ce que j'appelle les rencontres improbables, c'est-à-dire vers ces innovations qui vont naître d'un système, d'une systémique entre des disciplines qui a priori n'ont rien à voir, entre des espaces sociaux qui a priori ne sont pas faits pour se rencontrer, entre des domaines d'application. Et on voit qu'aujourd'hui, les gisements de création de valeur se sont donc déplacés au cœur de ce que j'appelle les rencontres improbables. Et les rencontres improbables de toute nature, improbables scientifiquement, improbables socialement, improbables culturellement, improbables économiquement, etc. Et c'est ça. Et cette innovation-là, on a un peu de mal à la percevoir, à la maîtriser, notamment le champ politique a du mal à voir comment on la stimule. Parce que avant, on investissait dans la physique et on obtenait le nucléaire. On investissait dans la mécanique et on obtenait le TGV. On investissait dans le numérique et on obtenait les micro-ordinateurs. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, il faut stimuler des écosystèmes, il faut faire émerger des écosystèmes métissés sur le plan scientifique, hybridés sur le plan culturel, et voir comment on les fait pousser, c'est-à-dire comment on travaille dans l'émergence. Or, le politique ne sait pas travailler dans l'émergence, parce qu'il vient du monde industriel où on travaille dans le top-down, c'est-à-dire on investissait dans la science, on investissait dans l'industrie, on créait des objets qu'on appelait des centres de transfert. Quand on pense qu'il y a encore quelques années, on a continué en France
à créer des sens de transfert. On a continué à penser que l'innovation, que la crise de l'innovation en France allait se résoudre en reprenant les vieilles habitudes, c'est-à-dire en mettant de l'argent dans la recherche, qui ensuite mettant de l'argent dans le transfert pour déboucher à la mise au marché de ces innovations. Et on a beaucoup de mal à penser autrement, c'est-à-dire à changer de paradigme. C'est mon histoire des étourneaux, c'est-à-dire comment on lâche prise et comment on prend les moyens de faire émerger, de faire monter cette espèce d'émergence co-créative qui vient en même temps d'ailleurs réinventer les systèmes. Et c'est ça le problème. C'est que beaucoup de personnes, des chercheurs, des chefs de laboratoire, des politiques, des présidents, se sont installés, ont acquis un statut parce qu'ils se sont installés dans une organisation et une façon de voir comment fonctionne la recherche. Et donc, quand vous travaillez dans l'émergence, quand vous leur demandez de travailler autrement, de non plus être des investisseurs industriels, mais d'être des jardiniers de l'initiative, d'être des gens qui font pousser, qui font des liens, d'être des grands reliants. Un président d'université aujourd'hui, un chef de laboratoire, un chef d'entreprise, c'est un grand reliant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de créer ces liens improbables dont va émerger cette créativité et cette innovation. C'est ça, la transformation et l'innovation. Oui, alors, si vous voulez, les systèmes traditionnels qui ont fait toute l'ère industrielle, qui proviennent du taylorisme et des grands systèmes d'organisation, partaient de l'idée, au fond, que lorsque l'on était devant un schéma compliqué, une façon de le simplifier, c'est de l'hiérarchiser, c'est-à-dire de construire un arbre. On voit bien dans un système compliqué, vous partez d'un objet et vous le découpez en éléments simples et vous le redécoupez en éléments, etc. Et vous arrivez comme ça à le simplifier. Donc ça partait de l'idée, et d'une idée fausse d'ailleurs, qu'un ensemble est égal à la somme de ses parties. Or, ceci permet d'appréhender ce qui est compliqué, mais ne permet pas d'appréhender la complexité. Or, c'est très différent la complication et la complexité. Un Airbus A380, c'est compliqué, mais on a les plans. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais on sait le démonter et le remonter. La complexité, c'est autre chose. Ce sont des interactions complexes dont on n'a pas les plans. On ne peut qu'observer ces interactions, ce système. Et donc, rentrant dans ce monde de la complexité, nos modèles classiques, que sont l'arbre, l'étoile aussi, le modèle coordonnateur coordonné, ou le modèle flux, sont aujourd'hui en crise, c'est-à-dire ne permettent plus d'appréhender cette réalité. Mais il y a aussi un deuxième phénomène, c'est que les réseaux, ça c'est McLuhan, c'est-à-dire en gros, McLuhan disait, le média et le médium est plus porteur de transformation que le contenu du média. L'architecture du médium est plus porteuse de transformation. Or, les systèmes de télécommunication, c'est le grand débat entre le Minitel et l'Internet, les grands systèmes de télécommunication étaient des systèmes hiérarchisés. L'architecture du Minitel, c'est un système hiérarchisé. Un serveur et des terminaux non dotés de capacité de traitement et de stockage. Internet, c'est exactement l'inverse. Ce sont des réseaux d'éléments à égalité de dignité, si je puis dire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des terminaux idiots, ce sont des ordinateurs capables de traiter, de produire de l'information, de mettre en place des blogs, etc. Et donc, vous êtes sur un système qui est profondément différent, où vous avez non plus un client ou des clients et un serveur, mais vous avez un ensemble d'entités à égalité de dignité qui coopèrent pour produire du service ou pour produire des éléments de traitement d'information. Et ça, donc, c'est vraiment le passage d'un système client-serveur, client-fournisseur, à un système tous clients, tous producteurs, tous serveurs, qui coopèrent dans un réseau qui va donc être maillé, puisque chaque élément est connecté à tous les autres, alors que dans un arbre, vous avez un nœud et puis des éléments connectés, et coopératif, parce que tous ces éléments vont coopérer à égalité de dignité. On le voit, c'est ce qu'on appelle la convergence Internet, c'est-à-dire on voit très très bien qu'à partir du moment où, quand vous êtes devant votre téléviseur par exemple, vous êtes essentiellement consommateur, même si vous pouvez zapper, etc. Vous avez bien un serveur, qui est la chaîne de télévision, et vous êtes consommateur. Quand vous êtes sur Internet, ou avec votre iPhone qui peut filmer, etc., vous devenez producteur. Aujourd'hui, n'importe qui, de son iPhone, peut se décréter journaliste. Le fait divers, par exemple, dans l'histoire du journalisme, c'était quoi un fait divers? C'était un fait parmi des millions absolument identiques, dont un journaliste disait, de celui-là, je vais en faire un fait divers. C'est-à-dire que d'un seul coup, un meurtre devenait un fait divers, alors qu'il y avait eu 3000 meurtres la même journée ou la même année, dont on ne parle pas. 2000. Donc le fait divers, c'était le choix de l'intermédiaire, qui était le journaliste, qui décidait, parce que ça allait intéresser l'opinion, de le faire. Aujourd'hui, chacun peut être témoin d'un événement, d'autre chose, et décider de le mettre sur le net, de le commenter, et de faire le buzz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des phénomènes qui sont d'ailleurs très bien décrits par des sociologues d'Internet, qu'on ne s'explique d'ailleurs difficilement. Vous avez des fois des éléments qui font le buzz. Ce fameux jeune qui a failli tuer des personnes parce qu'il a invité à une rave party dans son quartier en Hollande, et il y a eu
des milliers de personnes qui sont venues, ça a failli produire un drame. Donc on a des phénomènes de buzz comme cela, et on voit bien donc ce mode Internet, ce mode qui vous confère un statut en quelque sorte d'égalité face à l'information, de façon légitime ou pas d'ailleurs, hein, parce que tous experts, on n'est pas tous experts, n'empêche que vous pouvez vous décréter journaliste, vous pouvez vous décréter reporter. Et donc ça transforme complètement les modes sociaux, parce que ça transforme l'architecture du lien social. Et donc le médium, par son architecture, transforme l'architecture du lien social, et donc transforme le lien social. Là, c'est McLuhan, c'est-à-dire la démonstration qu'au fond, l'architecture d'un média, le statut qu'il vous confère dans la relation à l'autre, est plus porteur de transformation, à la limite, que son contenu. Et on voit bien qu'à partir du moment où on se retrouve non plus avec des réseaux de communication comme le Minitel ou comme la télévision, qui sont des relations client-serveur, mais qu'on se retrouve sur des modes coopératifs maillés, c'est-à-dire où chacun peut être client et serveur en même temps, producteur et consommateur, eh bien, l'architecture du système transforme l'architecture du lien social. Et donc, à partir du moment où on transforme l'architecture du lien social, où on crée un lien social coopératif maillé, bien évidemment, on produit des transformations d'ordre social qui sont du coup d'ordre anthropologique, parce que ça modifie aussi votre rapport à l'information, votre rapport à l'autre, vos communautés. Jean-Viard disait très justement aujourd'hui que si on faisait par exemple une carte de la proximité, eh bien, dans la société traditionnelle, la notion de distance, elle était essentiellement géographique. Mais demain, si on définissait la distance, par exemple, comme l'inverse du nombre de mots que vous échangez avec quelqu'un, y compris en télécom, ben vous apercevriez qu'autour de vous, vous avez des gens plus proches d'un Japonais que de son voisin de palier, avec qui il n'échange jamais aucun mot. Donc c'est toute cette logique des proximités qui est en train d'être bouleversée, et y compris des proximités sociales. Parfait. Impeccable. Je crois que c'est bon. C'est bon ? Bon. Vous êtes très très